Donc, comme je disais, donc on va essayer de faire de travailler sur une activité pratique, donc dans laquelle l'objectif c'est d'abord c'est de maîtriser les concepts fondamentaux de Angular et en même temps donc lier cette application à un backend qu'on va développer avec Spring. Alors donc voilà, on va d'abord créer un dossier. Donc on va créer un dossier dans lequel on va avoir la partie backend et la partie front-end. Alors du moment que je travaille avec IntelliJ, je peux le faire en créant un projet vide, un petit project que je vais appeler par exemple démo Spring Angular démo Angular Spring. Version 2. Donc je crée un projet. Ça c'est une nouvelle fenêtre. Alors dans ce dossier là, donc je vais créer un dossier dans lequel je vais créer l'application Angular. Donc je vais utiliser new folder, new directory. Alors ça c'est front-end Angular. Alors maintenant dans ce dossier front-end, on va générer un projet Angular. Pour cela donc je peux ouvrir directement sur le terminal. Alors je suis bien dans le dossier et dans ce dossier là je vais générer un projet Angular. Peut-être ce que je n'ai pas dit c'est que si vous voulez commencer, quel est le premier outil qu'il faut télécharger? C'est Node.js. Alors il faut télécharger Node.js, il faut l'installer. Une fois que vous installez Node.js, donc vous allez automatiquement avoir l'outil npm. Alors ici donc vous pouvez regarder la version. Ça c'est npm. Et à partir avec npm, vous installez Angular CLI, Command Line Interface. Donc vous l'installez de manière globale avec l'option -g. Donc il va se connecter à internet, il va installer Angular CLI. Une fois que Angular CLI est installé, vous allez avoir l'outil npm, plutôt ng. Alors si vous affichez la version, pas comme ça, ng version. Alors ici donc, vous voyez donc ça c'est la version 17. Voilà. Il faut d'abord s'assurer quelle version que vous avez. Et on va commencer. Je suis dans mon dossier ici. Front Angular. Je vais créer un projet avec ng new. Le projet c'est front-end Angular. Et je vais utiliser l'option directory, comme ça, égale /, c'est-à-dire il va me générer le code source dans le même dossier courant, c'est-à-dire ce dossier-là. Ça va m'éviter de créer un autre dossier à l'intérieur de ce dossier. Et puis, à partir de Angular 17, par défaut, quand vous créez un projet, il crée un projet sans module. Donc, si vous voulez générer un module, vous utilisez l'option No Standalone. Alors, je vous conseille de commencer à travailler avec la version module. Et après, par la suite, si vous savez travailler avec le module, vous pouvez commencer à travailler avec Standalone Components si vous le souhaitez. Quoique donc les modules sont faits surtout pour les grands projets. Mais dans nos activités pratiques, on va tâcher à ce qu'on travaille avec un module. Donc, on va utiliser donc, la version CSS. Alors, on n'a pas besoin de créer un backend avec Node.js, donc je vais mettre No. Donc, voilà. Alors, une fois que le projet est créé, alors si vous voulez faire un test, donc on va tout simplement, une fois que vous êtes à l'intérieur de votre dossier, vous pouvez utiliser la commande ng serve. Donc, je rappelle, c'est pas ça.
Alors ngsurf. Alors ngsurf, je vous rappelle qu'est-ce qu'il fait. Il permet de faire deux choses. Il fait ngbuild, il construit le projet parce que il va convertir le TypeScript en JavaScript. Il va compacter tous les fichiers JS en un seul fichier JS. C'est ce qu'on appelle l'opération Webpack. Et après également la même chose pour les fichiers CSS. Et les fichiers également HTML. Donc il va les compacter dans des fichiers. Et après, il va démarrer un serveur local sur le port 4200. Alors, si vous ouvrez donc HTTP localhost 4200, vous allez voir ça, tout simplement. Alors, ce que je vais faire donc pour afficher ça, les deux fenêtres côte à côte, donc je vais utiliser. Voilà. Alors, j'ai ici la partie affichage. Alors maintenant, dans notre exemple d'application, donc il nous faut un framework CSS pour travailler votre application. Alors vous avez deux solutions, soit vous travaillez avec Bootstrap, soit vous utilisez Angular Material. Alors dans cette démo, donc, je vais utiliser Angular Material donc, pour vous montrer les concepts de base. Et c'est ce que je vais faire ici. Alors pour installer, pour ajouter Angular Material à votre application, on va utiliser la commande ng add Angular Material, Angular/Material. Alors ng add, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord, il installe la dépendance. Il faut toujours s'assurer, parce que quand vous utilisez la commande ng, il faut s'assurer que vous êtes dans le bon dossier. Vous voyez donc ce n'est pas le cas ici. Il faut s'assurer que vous êtes dans le dossier où se trouve l'application. Et après, vous exécutez la commande. Alors ici, donc, vous allez installer la version 17, yes. Alors ici, il y a des thèmes par défaut qui sont proposés par Angular Material. Par défaut, il vous propose Indigo Pink. Entrée. Est-ce que vous voulez utiliser donc configurer donc les polices de caractères de manière globale dans Styles, yes. Include and enable animations, yes. Voilà. Alors en principe, donc une fois que Angular Material est configuré, vous allez d'ailleurs remarquer que la police de caractère va changer parce que la configuration a changé. Vous allez juste arrêter l'application et vous allez la redémarrer. Ça c'est important parce que on va regarder un peu ce qu'il a fait. Alors d'abord, si vous regardez dans vos dépendances, donc vous allez voir donc il y a Angular Material qui est installé. C'est la version 17. Alors dans le fichier AngularJSON, donc le fichier AngularJSON, donc je rappelle, c'est un fichier de configuration de Angular. Vous allez trouver la partie style. Dans la partie styles, donc vous allez voir qu'il y a en fait le framework CSS qui a été déclaré. Donc ici, donc le thème qui est choisi, donc c'est celui que nous avons choisi par défaut, c'est Indigo Pink CSS. Donc ça c'est un thème pour ce framework. Alors autre chose, c'est dans le fichier index.html, vous allez voir qu'il va ajouter des liens vers les fontes. Là, il utilise les polices de caractères qui sont fournies sur Angular Google, par Google APIs. Donc, ça suppose que vous avez une connexion Internet parce que là, votre application a toujours besoin de se connecter pour télécharger les polices de caractères. Vous voyez donc ici, il y a une classe qui a été ajoutée, math de typographie. Bon, globalement, c'est ça. Alors, maintenant, dans l'application, ce qu'on va faire, c'est que dans le fichier appcomponent.html, donc ça c'est le composant principal. Donc je rappelle, le fonctionnement c'est quoi? C'est que quand l'application démarre, le premier fichier qui s'exécute c'est main.ts.
Alors main.s, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bootstrap module, app module, c'est-à-dire il va charger un module. Et c'est quoi le module? C'est app module, c'est celui que vous voyez là. Alors pour le moment, nous avons un seul web component qui sera démarré en premier lieu. Et ce composant, c'est app component, c'est celui qui est affiché ici. Alors ici donc je vais changer ce contenu. Alors si j'enregistre, donc vous voyez donc il est vide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Angular Materials. Je vais créer une barre, plutôt une page template sous forme d'un web component. Alors pour générer un web component, on va utiliser la commande ng generate component. Je vais l'appeler admin template. Voilà. Donc admin template. Donc il y a un dossier qui a été généré, admin template, dans lequel vous avez les 4 fichiers. Alors maintenant dans la partie HTML, tout ce que je vais faire, je vais intégrer app admin template. CTRL S, ce que vous voyez là. Alors dans admin template, on va afficher une barre d'outils. Alors pour la barre d'outils, on va utiliser Material Toolbar. Alors maintenant, si vous voulez, Angular Material, donc il y a plusieurs modules. Donc à chaque fois, il vous demande d'importer un module. Alors le module, il est importé à ce niveau-là. Donc vous voyez, donc dans le module principal, vous avez Mat Toolbar, vous ajoutez module. Il faut qu'ils soient importés. Alors vous voyez donc ici donc il y a une barre d'outils à l'intérieur de laquelle, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez utiliser l'attribut color par exemple. Alors vous avez des styles. Vous avez le style par exemple primary, par exemple c'est le bleu, dans ce style là, et à l'intérieur de laquelle on va créer des boutons. Alors si vous voulez créer un bouton, on va utiliser bouton. Alors pour la documentation de Angular Material, c'est très important de la consulter. Donc vous pouvez la retrouver donc Angular Material. Voilà le site officiel. Alors si vous regardez dans la partie components, donc vous allez trouver components. Vous allez trouver donc différents components. Par exemple, si vous cherchez toolbar, vous allez trouver donc des exemples de toolbar. Et après, si vous pouvez consulter le code, etc. En tout cas, c'est très simple de retrouver facilement la syntaxe c'est-à-dire des éléments à ce niveau-là. Alors dans notre cas, on va créer un bouton. Ici par exemple Home. Alors ce bouton là, donc ça c'est un bouton HTML classique. Je voudrais que ce soit un bouton Material Angular. Donc je vais utiliser mat bouton. Alors la même chose, ça m'oblige d'importer un module. Alors comment il s'appelle le module? Le module s'appelle mat bouton module. Alors vous voyez donc ici donc le style va changer. Je fais la même chose pour ajouter un deuxième. Par exemple, dans notre cas, il y a Home, il y a Profile. Ensuite, il y a par exemple Imports. Et puis il y a par exemple Logout ou bien Login. Alors je voudrais que ces menus là soient situés à droite. Alors pour cela, donc je peux créer un span ici avec un style CSS. On peut utiliser tout simplement flex égale auto. Donc ça vous permet de pousser les menus à droite. Alors pour ne pas utiliser ça, on va créer un style CSS ici dans le fichier CSS. On va créer une classe qu'on va appeler par exemple spacer, pour laquelle on va utiliser flex, c'est auto. Et comme ça,
ici on va utiliser directement span class égale spacer. Alors à ce niveau là on va créer un bouton qui va faire dérouler le menu side menu. Donc c'est à ce niveau là on va utiliser un bouton. Alors sauf que cette fois-ci c'est un bouton sous forme d'une icône. Pour cela on va utiliser mat icon bouton, icon bouton, voilà, et à l'intérieur duquel on va utiliser un élément qui est mat icon. Alors mat icon, donc la même chose, on aura besoin d'importer un module mat icon module. Et vous pouvez spécifier par exemple l'icône menu. Et là, vous allez avoir quelque chose comme ça ici. Alors, si vous voulez consulter la liste des icônes, vous pouvez les retrouver ici, matériel, Angular Material Icons, Icons List. Voilà, il y a un lien dans lequel, il y a plein de liens dans lesquels vous pouvez retrouver le... Donc vous avez la liste des icônes. Donc pour chaque icône, vous avez juste le texte à retenir pour retrouver les icônes. Alors, dans la barre d'outils, si vous voulez créer un menu déroulant, par exemple ici dans Imports, je voudrais que ce soit un menu. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer un... Donc pour ce bouton menu, juste après, je vais créer un menu, mat menu. La même chose, il faut importer un module. Alors ce module s'appelle mat menu module. Alors dans ce menu là, on va déclarer les boutons, les éléments que vous voulez. Donc ici vous avez un bouton, par exemple load students, et un bouton load payments. Alors, en fait, l'exemple d'application sur lequel on va travailler, c'est un exemple qui permet de gérer des étudiants et des paiements pour les étudiants. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Et après, donc ici, c'est un bouton de type mat menu item. Alors, mat menu item. Alors maintenant, il va falloir, ce menu-là, on va lui donner un nom. Si par exemple, dièse ID, c'est import menu. Et maintenant, ce menu-là, on va le dérouler quand je clique sur ce bouton import. Alors pour cela, donc, on va utiliser ici un attribut. Alors mat menu trigger for. Et on va le lier à import menu. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique sur ce bouton-là, je vais dérouler ce menu qui s'appelle import menu, c'est-à-dire celui-là. Alors si je clique sur ça, donc je vais avoir donc le menu ici qui est déroulant. On va ajouter une icône pour préciser qu'il s'agit d'un menu déroulant. Alors pour cela, donc dans le bouton import ici, on va ajouter une icône. Alors mat icon. Alors l'icône, comment il s'appelle? Il s'appelle bon, en fait vous avez voilà, je vais prendre, donc ça c'est keyboard wrote down par exemple, ça peut être celle-là. Key. Vous avez ici une petite flèche, on va la mettre à droite. Pour cela, donc, on va utiliser icon position end.
Voilà. Bon, ça vous donne une idée. Alors, maintenant, une fois que vous créez la barre d'outils, on a besoin d'un side menu. Alors, pour le side menu, donc, on va utiliser, après Math Toolbar, on va utiliser Drawer, Math Drawer Container. On va importer le module. Alors, comment il s'appelle le module? C'est Math Drawer Container Module. Math Drawer Module. En fait, c'est pas le module, ça se trouve dans un, ça s'appelle Math Nav. Alors, Math Side Nav Module. Alors, tout ce qui compte, c'est donc c'est un module dans lequel vous allez trouver les éléments pour Math Side Menu. Donc, à l'intérieur de ce conteneur, on va créer donc Math Drawer, dans lequel vous allez utiliser MathList. Alors, la même chose, MathList, c'est un module qu'il faut importer. MathList module. Et dans MathList, vous pouvez utiliser MathList item. Et dans chaque item, vous allez déclarer un bouton. Alors, bouton, par exemple, ici, donc, dashboard. Alors, c'est un bouton de type math, par exemple, bouton, directement. Alors, je fais la même chose pour avec une icône. C'est Math Icon. Alors, par exemple, ici, dashboard. Alors, pour le moment, je ne vois rien. Alors, ce menu, si vous voulez, il contient un ensemble de propriétés. Math Drawer. Donc, quelles sont les propriétés? Vous avez d'abord Opened. La valeur, si vous mettez true, ça veut dire que vous voulez qu'il soit ouvert par défaut. Vous allez avoir la position, est-ce que vous voulez le mettre à gauche ou bien à droite? Donc ici, on va utiliser Start, c'est-à-dire on va le mettre à gauche. Et puis, donc le mode. En fait, il y a trois modes. Parmi les modes, vous avez ici Side. On va utiliser le mode Side. Alors maintenant, il nous faut maintenant le contenu. Donc ici, ça c'est Math Drawer. Et après, il nous faut Math Drawer Content. Alors maintenant, c'est dans Math Drawer Content que nous allons placer notre élément Router Outlet. Et pour le moment, vous voyez rien parce que plutôt le Math Drawer Content, il faut lui donner une dimension verticale. Alors pour cela, on va utiliser un div avec un style, par exemple min height. Il faut donner une dimension minimum, par exemple ici 800. C'est à l'intérieur de cet élément div qu'on va placer router outlet. Alors maintenant vous allez voir, parce que ici donc vous avez une dimension, vous pouvez voir la barre de navigation. Alors ici vous avez dashboard. Après on va ajouter l'élément un autre item, par exemple ici students, et après paiement. Alors maintenant, si quand je clique sur ce bouton, je voudrais faire dérouler le menu. Alors pour cela, comment faire ça? Eh bien, ce menu là, on va lui donner un ID. On va utiliser dièse, par exemple my drawer, et comme ça le bouton que j'ai ici, le bouton menu,
Donc je vais utiliser click my drawer.toggle. Directement je déroule le menu. Ça vous permet de faire quelque chose comme ça. Vous voyez, donc vous avez rapidement vu comment créer une page template simple, notamment avec Angular Material. Bon, après vous pouvez faire la même chose avec Bootstrap, donc si vous avez l'habitude de travailler avec Bootstrap en tout cas. Alors maintenant, dans le système de navigation, je vais créer des composants. Alors pour créer les composants, donc je vais utiliser ng generate component. Je vais créer un composant qui s'appelle component. Ensuite, je vais créer un composant qui s'appelle profile. Je crée un composant qui s'appelle login. Je crée un composant qui s'appelle dashboard. Je crée un composant qui s'appelle students. Et je crée un composant qui s'appelle payments. Alors dans le projet, vous allez voir que chaque composant, il y a un dossier qui est créé. Vous voyez donc, vous avez les différents composants qui sont générés. Alors maintenant, on va déclarer les routes. Alors les routes, on va les déclarer dans le fichier app routine module. Alors ici donc vous avez une liste qui déclare les routes. Alors ici donc on va en profiter pour déclarer nos routes. Par exemple ici, pour chaque route, on spécifie le path. Par exemple ici le path c'est home et le composant associé component c'est home component. Et après on va faire les autres. Alors vous avez login, donc associé à login component. Vous avez quoi d'autre? Profile. Profile component. Vous avez dashboard associé à dashboard component. Vous avez students associé à students component. Et vous avez payments qui est associé payments component. Donc une fois que vous déclarez les routes, maintenant on va devoir utiliser ces routes dans notre page template. Alors comment? Dans le fichier admin template.html, on va associer ça. Donc ici vous avez le bouton home. Pour le bouton home, on va utiliser router link. Est-ce que vous suivez? Oui. Parfait. Alors ici donc ici router link égale /home. Alors par exemple pour ce bouton là import, alors il me faut également des composants pour load students et load payments. On va les ajouter. Alors pour profile, on va ajouter la route /profile. Alors pour la logout, bon, on va mettre par exemple /login. Alors pour dashboard, on va mettre /dashboard. Et pour students, on va mettre /students. Alors paiement, la même chose. Alors bref, donc si je clique sur Home, donc vous allez voir ici, vous voyez donc en fait quand je clique sur, quand je navigue, le routeur il va m'afficher ça à quel niveau? C'est dans router
outlet, c'est-à-dire dans la partie drawer content. Vous voyez donc drawer content, c'est cette partie-là. Alors la même chose ici, donc vous voyez ça. Alors dashboard ne marche pas, ça veut dire que j'ai mal écrit le dashboard. Oui. Voilà. Alors maintenant, je vais arranger les composants. Je vais créer un style. Par exemple, pour Home Component, je vais utiliser une carte. Je vais créer d'abord un div. En principe, on va créer par la suite un style, par exemple un padding de 10 pixels, à l'intérieur duquel on va utiliser mathcart. Alors, pour créer des cartes, vous aurez besoin d'importer un module qui s'appelle mathcart module. Alors, dans mathcart, vous avez l'élément mathcart header. Oui. Oui, les imports, il le fait. Ça, c'est IntelliJ. IntelliJ, généralement, il les fait automatiquement, mais s'il ne le fait pas, c'est à vous de le faire manuellement. Il faut toujours vérifier. Alors, mathcart header, dans lequel vous avez mathcart title, le titre. Par exemple, ici, on va mettre home title. Vous aurez quelque chose comme ça, home title. Et mathcart body, plutôt content. Ici, home content. C'est pas ici. Alors, c'est pas dans le bon. Je dois sortir du header. Voilà. Alors si vous voulez insérer une ligne horizontale comme séparateur, c'est très pratique. On va utiliser un élément qui s'appelle mathdivider. Voilà, comme ça, quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre ces éléments-là et si vous voulez, pour ne pas utiliser ça, ce que je vais faire, dans le fichier style.css, je vais créer une classe que je vais appeler par exemple container, dans laquelle je vais utiliser padding par exemple 10 pixels. J'aurai besoin de l'utiliser à chaque fois. Alors ici donc je vais l'utiliser ici. Au lieu de faire ça, je vais utiliser la classe égale container. Je vais copier ça et je le mets dans les autres. Alors ça c'est login title, par exemple authentication. Login page. Alors la même chose pour paiement. Miss content. La même chose pour le profil. Students. Voilà. Alors vous avez quelque chose initialement comme ça, un dashboard. Donc dashboard. Alors nous avons un système de navigation de base ici.
Alors je vais ajouter également un composant pour load students et load payments. Donc je vais générer un composant load students et load payments. Il faut ajouter les routes. Load students. Le composant s'appelle load students component. Load payments. Ça c'est load payments component. Et puis il va falloir les ajouter à la page template ici. Vous avez ici le bouton load students et router link égale slash load students. Et là router link load payments. Et vous aurez quelque chose qui marche aussi. Alors je vais faire un copier-coller. Alors load students component. C'est pareil ici. Ça c'est students. Et ça c'est payments. Voilà, alors juste avant de passer à la suite, par exemple pour la page students, je voudrais afficher un table. Ok. Alors pour afficher un table, qu'est-ce que je vais faire? Donc il me faut les données. Alors pour les données, donc pour le moment je vais utiliser des données statiques. Dans le fichier load component students.ts. Non, c'est pas ici, c'est dans students tout court. Students par exemple, ici, students component.ts. Ce que je vais faire, je vais implémenter l'interface on init. Comme ça, je suis obligé de redéfinir la méthode ng on init et j'ai besoin des constructeurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais déclarer une liste students. Alors pour le moment, je vais les déclarer de type any et je vais l'initialiser au chargement du composant. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser 10.students égale un tableau vide et je vais le remplir par un ensemble d'étudiants. Ben, ce que je vais faire une boucle for i égale à 0 de 1 jusqu'à par exemple 100. Je vais utiliser 10.students.push. Je vais ajouter un étudiant, c'est un objet. Alors chaque objet étudiant, alors ici donc je vais arranger ça comme ça, je préfère. Alors chaque objet étudiant, il est défini par son ID. Alors le ID c'est le i. First name. Alors first name. Alors pour first name, donc je vais utiliser un truc aléatoire. Je vais utiliser math.random et je fais point to string. Par exemple, je vais prendre 20 caractères. Bon, c'est juste un aléatoire. Et après, je fais la même chose, last name. Je fais la même chose.
Voilà, donc je vais remplir en fait ma liste avec 100 étudiants, remplis de manière aléatoire. Et puis donc ces étudiants, on va les afficher dans un table. Alors pour pouvoir les afficher dans un élément table, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers la partie HTML ici, et je vais créer un élément math table. Alors plutôt c'est table HTML, mais avec la directive math table. Math table. Alors maintenant, il faut importer un module. Donc vous voyez, donc le module, ça s'appelle math table module. Et pour pouvoir afficher math table module, donc il vous faut on va d'abord déclarer les colonnes qu'on veut afficher ici. Donc je vais déclarer une variable que je vais appeler par exemple displayColumn. Alors dans notre cas, je vais afficher les colonnes suivantes: ID, first name et last name. C'est les colonnes que je vais afficher. Et puis vous avez besoin de consulter la documentation et de regarder un modèle de table que vous voulez afficher. Alors ça se passe pas ici. Angular matériel. J'ai perdu la connexion. Alors dans component, vous allez trouver table. Et vous voyez donc des modèles ici, un modèle simple. Vous allez copier tout ça, copier, et vous allez le placer ici. Alors comment utiliser tout ça? Regardez bien. Alors d'abord, il nous faut créer ce qu'on appelle un élément data source. Alors pour créer l'élément data source, donc on va le faire ici, dans la partie TypeScript. Je vais déclarer data source de type any. Et je vais l'initialiser ici. Une fois que les données sont chargées, ici, après la boucle, je vais utiliser this.dataSource égale new math table data source. Et ce data source là, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner la liste des étudiants. Donc ça, le data source qui va servir pour notre table. Et puis maintenant notre table donc va utiliser, voilà, c'est math table. Data source, c'est quoi? C'est le data source que j'ai créé. Bon, ça c'est un style CSS, donc ici donc math elevation, donc je vais utiliser par exemple un nombre porté de 2 par exemple, ou la 1 pour quelque chose de plus simple. Alors ça c'est maintenant les colonnes. Alors pour chaque colonne, il faut spécifier un ng container pour lequel vous spécifiez math colonne def. Alors la colonne s'appelle id. Donc ici le label, ici vous avez un th avec math header cell. Donc on va donner une définition. Dans notre cas c'est id. Donc ça c'est la colonne. Qu'est-ce qu'on va afficher dans la colonne? Et puis vous avez math cell, c'est-à-dire pour cette colonne là, qu'est-ce qu'on va afficher dans les valeurs pour cette colonne? Vous avez ici math cell definition let item, si vous voulez, element. Pour chaque étudiant, pour nos éléments, c'est chaque student. Qu'est-ce qui m'intéresse pour le student? C'est l'attribut ID. Et bien après, vous faites la même chose. Ici, first name. Là, c'est first name.
first name, last name, last name, last name. Alors ça, on va effacer. Et puis, maintenant, il vous faut utiliser deux éléments, tr. Donc pour mat header row, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire la directive mat table. Mat table, il va prendre le data source, il va faire une boucle. Alors quel type de boucle? Il va faire for each. Vous voyez, donc pour chaque, parce que nous avons ici notre tableau students, pour chaque étudiant, il va d'abord parcourir les lignes. Et pour chaque ligne, il va parcourir les colonnes. Donc, c'est-à-dire, vous avez en fait, il y a deux boucles en quelque sorte. Alors, il faut définir ces deux boucles-là, ici. Vous voyez, donc la première, c'est mat header row. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, il va parcourir quoi? Les colonnes qui se trouvent dans displayed columns. Alors, displayed columns, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est là où vous avez les différentes colonnes que vous voulez afficher. Et la deuxième, ici, c'est mat row def, dans laquelle vous avez let row pour chaque row. Et les colonnes, c'est quoi? C'est displayed column. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire, il va faire pour chaque ligne du data source et pour chaque colonne qui se trouve dans displayed column, ben, à chaque fois, il va vous afficher les colonnes. Alors ça, c'est, si vous voulez, c'est comme ça qu'on peut afficher un table. Alors si vous faites ici, vous voyez, notre table va être affiché ici. Alors vous avez, bon, donc vous avez 100 données. Alors maintenant, si vous voulez faire la pagination côté front-end, vous pouvez la faire. Donc vous pouvez consulter dans la documentation ici. Vous avez un exemple de pagination tout en bas. Ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut ajouter tout simplement un élément qui s'appelle mat paginator. Il vous spécifie donc les différentes, en fait, vous spécifiez page size options. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc après table, vous allez ajouter un élément mat paginator. Ben, il faut l'importer. Alors le module s'appelle mat paginator module. Donc, dans mat paginator, vous allez spécifier c'est plutôt page size options. Et là, vous mettez un tableau. Par exemple, vous voulez permettre à l'utilisateur d'afficher 5 étudiants, ou bien 10 par page, ou bien 15, ou bien 30, ou bien 100, ce que vous voulez. Alors, si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tout en bas, vous allez avoir ici une barre de navigation dans laquelle vous pouvez spécifier le nombre d'étudiants affichés par page, mais pour le moment, il n'est pas lié à ce data source. Donc, pour faire le lien, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut ajouter dans student.ts, ben, on va ajouter cet élément-là, 10.datasource.paginator égale à quoi? Égale 10.paginator. Alors ce paginator, il faut le déclarer ici. Alors pour le déclarer, donc vous aurez besoin d'utiliser le décorateur viewChild. Alors je vais chercher dans la partie HTML un élément de type matchPaginator. Alors ici donc Paginator.
De quel type? De type MathPageGenerator. Alors ici je ne l'ai pas initialisé, donc je vais utiliser un point d'exclamation parce que je ne l'ai pas initialisé. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous êtes en train de faire le lien entre cette variable là, PageGenerator, avec dans la partie HTML d'un élément de type PageGenerator. Donc vous avez récupéré une référence. Et si cette référence là, vous allez l'utiliser pour l'attacher au data source. Mais à quel niveau on va attacher ça? De préférence d'implémenter une interface qui s'appelle AfterViewInit. Donc en fait, AfterViewInit, c'est une interface qui vous oblige de redéfinir une méthode qui s'appelle AfterViewInit. Bon, vous voyez, tout à l'heure, on a vu ngInit. ngOnInit, ça s'exécute quand est-ce? Au moment du chargement du composant. Et la méthode ngAfterViewInit s'exécute une fois que le composant est complètement chargé. Une fois que les données sont chargées, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire this.dataSource.PageGenerator égale à quoi? Égale this.PageGenerator. Donc je vais attacher mon élément PageGenerator à cette page. Et ici donc vous allez avoir, par défaut, il n'y a que 5 qui sont affichés. Et vous pouvez naviguer. Donc ça c'est quelque chose qui se fait facilement comme ça. Après donc si vous voulez afficher 10, donc bon, le dernier point à faire avant la pause, donc c'est pour le tri. Par exemple ici les colonnes, je veux trier par rapport aux colonnes. Alors la même chose, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déclarer un élément sort ici. Alors chaque colonne que vous voulez trier, déjà la table, il faut lui ajouter math_sort comme directive. Il faut l'importer. Bon, à chaque fois que vous importez, il faut jeter un codec sur le module pour ne pas math_sort module, pour ne pas rater quelque chose. Et puis donc vous utilisez math_sort, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, chaque colonne, par exemple ici le ID, vous voulez trier par rapport à ID, ben vous ajoutez une directive qui s'appelle math_sort_header. Alors vous allez devoir l'ajouter aussi pour first name, vous l'ajoutez pour last name également. Alors la dernière chose qui reste, c'est au niveau de la partie TypeScript. Alors dans la partie TypeScript, la même chose, j'aurai besoin d'utiliser viewChild. Ici on va utiliser cette fois-ci math_sort. Donc je vais chercher un élément de type math_sort ici, je vais l'appeler sort. De quel type? De type math_sort. Alors la même chose ici, du moment que je ne l'ai pas initialisé, donc je vais mettre un point d'exclamation. Et puis on va faire le lien ici avec le data source. Datasource.sort égale 10.sort. Alors ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne ça tout simplement. Vous voyez ici donc là je peux maintenant trier par rapport à la colonne, par rapport first name, également par rapport à last name. Voilà, donc ça c'est avec Angular Material, c'est des choses qui sont très simples à faire, c'est pas compliqué. Maintenant je vais juste ajouter un filtre, par exemple si vous voulez chercher dans le tableau. Alors pour chercher dans le tableau, ce que je vais faire, donc je vais ajouter une zone de texte ici. Alors pour ajouter avec Angular Material, on va utiliser math_form_field.
Si vous voulez ajouter un champ, la même chose, il faut importer un module. Alors le module s'appelle math_form module. Math_form field module. Et dans math_form field module, on va ajouter un input. Alors input, de type alors vous voyez donc le input simple. Si vous lui ajoutez math input, ça c'est la directive de matériel. Alors ça va nous pousser à importer un module math input module. Et bien qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une zone de texte comme ça. Et cette zone de texte, si vous voulez pas qu'elle soit grisée comme ça, vous pouvez utiliser math_form field avec l'apparence. Au lieu de field, vous mettez outline. Bon, ça vous donne ça. Et pour chaque, généralement, math_form field, vous ajoutez un label avec math label. Par exemple, ici, on va mettre filter. Et ça nous donne une zone de texte comme ça. Alors si vous voulez que ça soit affiché sur toute la largeur de la page, vous pouvez le faire. En fait, on va le voir tout à l'heure parce qu'on en aura besoin. Alors l'essentiel, c'est que ici donc vous avez une zone de texte dans laquelle je vais chercher. Je vais faire un filtre. L'une des solutions à faire, c'est d'utiliser ici dans le champ input, math input, je vais utiliser change. Une fois que je change la valeur, j'appelle par exemple une fonction que j'avais appelée filter data, et je vais lui transmettre l'événement event comme paramètre. Alors cette méthode là, il faut la créer. Alt entrée, on va la créer. Alors dans cette méthode, on va déclarer notre event. Alors je vais récupérer la valeur saisie dans la zone de texte. Value, c'est event.target.value. Alors il ne va pas comprendre value parce qu'il ne sait pas de quel type il est. Donc je vais lui dire as HTML input element. Et puis je vais mettre les parenthèses ici. Alors ici, donc je n'ai pas fait un data binding, comme ça vous saurez les différentes possibilités. Donc à chaque fois que j'appelle, j'ai event. À partir de event, je vais récupérer la valeur de la zone de texte. Ça c'est une solution classique. Et après je vais filtrer. Et pour filtrer, je vais utiliser data source.filter égale value. Et c'est tout. Alors si vous faites ça, ça va filtrer. Par exemple ici je vais chercher GCF. Si vous tapez GCF ici, entrée, donc vous voyez donc ça permet de faire la recherche facilement. Alors ici je vais mettre 6. Vous voyez donc tous les éléments. Où est-ce qu'il va chercher? Il va chercher sur les différentes colonnes. 62. Donc 62 c'est 62. Voilà. Je vais ajouter un bouton pour un lien, sous forme de lien, dans le tableau. Donc je vais ajouter une autre colonne que je vais appeler plutôt payments. Alors maintenant, si vous avez une colonne ici et vous ne l'avez pas utilisée, donc vous allez remarquer qu'il y a une erreur qui s'affiche. Alors si vous regardez les outils de développement, vous allez remarquer qu'il vous dit qu'il n'a pas trouvé la colonne payments. Alors ici on va l'utiliser dans la partie HTML. On va ajouter une autre colonne ici.
Alors la colonne c'est payments. Alors sauf que cette fois-ci, donc le header c'est payments. Ici on va pas afficher quelque chose, mais on va afficher un bouton. Alors un bouton de type mat raised bouton. Alors mat raised bouton, donc on va utiliser une couleur, par exemple primary, ça c'est payments. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire sur chaque ligne, donc j'ai payments. Et quand je clique sur payments, je vais afficher les paiements par exemple. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser click. Alors quand je clique, j'appelle par exemple ici get payments et je lui transmets element. Alors pour nous, elements ça représente student. Get payment de element. Alors on va créer cette méthode là. Alors dans cette méthode, pour le moment, l'élément ça représente un student. On va le déclarer de type any et on va naviguer. Alors pour naviguer, on a besoin d'injecter le routeur avec ici router de type router. Alors on va utiliser 10.router.navigate vers par exemple slash payments. Alors après par la suite on va transmettre le ID de students, mais ça pour le moment on veut juste faire quelque chose de statique comme ça. Donc si je clique sur payment, donc je navigue vers payments. Alors le bouton ici logout, donc je vais changer sa couleur. Donc alors dans la page template, donc au lieu d'utiliser un bouton simple, je vais utiliser mat raised bouton avec la couleur égale par exemple accent. Voilà. Normalement dans notre système on voudrait passer d'abord par la page d'authentification. Donc ce qui fait que dans le app component.html, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va pas afficher la page template, on va utiliser router outlet. Et comme ça, donc la page qui va s'afficher en premier lieu, c'est dans les routes. Donc on va supposer que par exemple si on précise rien, c'est-à-dire une route avec une chaîne vide, on va vers login component. Donc, ce qui fait qu'en principe si on met rien, donc on commence par la page d'authentification. Alors maintenant on va créer une petite page d'authentification basique et après on va essayer de voir comment protéger les routes. Et on ira vers la suite. Alors d'abord pour le formulaire d'authentification, on va créer quelque chose de plus simple ici. Alors je vais donc créer donc les champs ici, donc form plutôt mat form field dans lequel vous avez input. Alors ça c'est pour username, donc on va utiliser mat label. Donc ça c'est username. CTRL S. Donc alors donc c'est un champ de type mat input. Alors je vais utiliser l'apparence outline et je voudrais que ça s'affiche en bloc, c'est-à-dire je voudrais qu'il occupe la largeur de la page. Alors pour cela donc je peux utiliser directement ici dans la partie CSS, je
je vais indiquer comme quoi je voudrais que mes champs mat form field, je vais les afficher en bloc. Voilà, donc ça va être la largeur de la page. Alors ça c'est username, et je fais la même chose pour le mot de passe. Bon, après, donc je voudrais que quand même que cette carte n'occupe pas la largeur de la page, donc je vais utiliser une classe ici que je vais créer. Alors je vais l'appeler login container. Alors login container, ben, je vais utiliser donc padding, par exemple 10 pixels. Je vais utiliser la largeur par exemple de 600 pixels. Voilà, et après je vais l'aligner au centre. Alors ici donc le align content center. Alors, et je vais utiliser je vais utiliser margin auto. Comme ça, donc je vais avoir quelque chose au centre. Simple comme ça. Alors je vais ajouter donc un champ de type password. Alors ça c'est password. Alors de type password. Voilà. Et j'ai besoin d'un bouton. Alors pour le bouton, comme je suis dans une carte, je vais ajouter ici mat card actions. Alors dans la partie des actions, on va créer un bouton. Alors le bouton ici donc login. On va utiliser la classe, c'est de type c'est pas classe, c'est mat bouton reset bouton par exemple, avec la couleur primary. Je voudrais que le bouton soit centré à droite, donc on va tout simplement utiliser ici line and voilà, comme ça. Voilà. Alors maintenant, donc ça c'est un petit style basique. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour notre système d'authentification, je vais créer un formulaire. Je vais utiliser donc, je vais travailler avec Reactive Force Module. Alors pour cela, donc nous aurons besoin d'importer un module qui s'appelle Reactive Force Module. Et comme ça, dans login.ts, component.ts, je vais créer je vais implémenter d'abord l'interface en init, ng on init. J'aurai besoin du constructeur. Je vais créer un formulaire. Donc ici login form, de type form group. Alors, quand je l'ai pas initialisé, donc je vais utiliser donc le point d'exclamation. Alors ici on va l'initialiser, this.loginForm égale. Alors j'ai besoin d'un form builder, je vais l'injecter, fb petit form builder, avec lequel je peux générer mon formulaire. Form builder.group. Alors ici donc j'aurai besoin d'un champ username, donc, que je dois initialiser avec un contrôle this.formBuilder control
la valeur par défaut c'est une chaîne vide. Et je fais la même chose pour password avec this.formbuilder.control, une chaîne vide. Et après je vais faire le data binding, je vais lier mes champs à ces variables. Alors pour cela, pour le faire, donc j'ai d'abord besoin pour ma carte ici, j'ai besoin d'utiliser form group, login form, je fais le lien avec mon form group. Et puis chaque champ, je peux le lier en utilisant form control name. Alors celui-là, donc je vais le lier au champ username qui se trouve dans login form. Et le champ password, je vais le lier form control name au champ password. Voilà. Et puis donc, du moment que je n'ai pas utilisé un formulaire, j'ai besoin d'ajouter ici un bouton, plutôt un événement clic. Quand je clique, je vais faire appel à login, une fonction login que je vais créer. Et la fonction login, donc on va essayer de faire une authentification simple. Alors ici, donc pour récupérer username, username, on va le récupérer à partir de login form value. Le champ s'appelle username et le mot de passe saisi, password, c'est this.login form value. Le champ s'appelle password. Et après, maintenant, je vais faire un système d'authentification. On n'a pas encore créé le backend, donc on va créer un service qui permet de faire l'authentification de manière très simple. Alors, si vous voulez voir si vos données arrivent bien vers login form, vous pouvez tester. On va ici, par exemple, d'afficher directement login form.value. Et comme c'est un objet, donc on va l'afficher au format JSON. Donc je vais utiliser pipe JSON. Donc ça permet d'afficher ici, donc voilà, vous voyez, donc il y a deux champs, username et password. Alors ici, donc ce que je saisis là, donc il va vers username. Ce que je saisis là, il va vers le mot de passe. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors on va créer un service d'authentification. Donc j'ai besoin de générer un service. Alors pour générer un service, on va utiliser ng.js authentication auth service. Je vais le mettre dans un dossier qui s'appelle services. Alors j'ai un service qui est généré dans le dossier services, il est là. Donc ça c'est le service. Alors maintenant, dans notre service, on va créer une méthode login. On va lui transmettre username de type string et password de type string. Et ici, on va faire une simple authentification. Alors le système d'authentification qu'on va faire en attendant de créer une authentification backend. Donc on va supposer que nous avons des utilisateurs ici, users, qui ont le droit d'accéder à l'application users. Alors users, donc on va créer un objet dans lequel j'ai par exemple un utilisateur admin. Alors l'utilisateur admin, l'utilisateur admin aura pour password « 1, 2, 3, 4 » et il aura des rôles. Par exemple, le rôle admin. Alors ça c'est un premier utilisateur. Et j'ai un deuxième utilisateur, user1.
avec le mot de passe, il aura le rôle par exemple user ou student. Voilà. Alors ça c'est l'utilisateur. Alors maintenant, pour faire l'authentification, on va vérifier username. Alors ici donc users, on va le déclarer de type any. Comme ça c'est plus simple à gérer. Alors on va vérifier d'abord, on va récupérer l'utilisateur à partir du users. Donc if users point users de, là c'est pas username, c'est 10.users de username. Donc je vais récupérer d'abord username, c'est égal à username. Non, s'il existe. If this.user de username, s'il existe. And le mot de passe this.users de username. Alors ça c'est username. Ce qui m'intéresse c'est le mot de passe de password. S'il est égal au mot de passe, c'est-à-dire si le mot de passe password égal au mot de passe de site utilisateur, alors si le mot de passe que j'ai saisi égal au mot de passe de site utilisateur, ben dans ce cas-là je vais retourner true. Sinon, je vais retourner false. Bon, on va bricoler juste une solution statique en attendant d'avoir un service d'authentification backend. Alors, donc ici, une fois avant de retourner true, je vais initialiser l'utilisateur qui est authentifié. Donc ici, donc je vais avoir une variable is authenticated de type boolean égale à false par défaut. J'ai l'utilisateur authentifié username de type any et j'ai les rôles de l'utilisateur. Voilà. Alors les rôles, donc ici, donc je suppose que par défaut on peut l'initialiser de type string, un tableau de string. Par exemple, au départ, on peut l'initialiser à un tableau qui est vide. Alors comme ça, donc une fois que je suis authentifié, donc je vais définir username qui est authentifié égale username. On va initialiser this.authenticate is authenticated égale à true dans le service et on va initialiser les rôles de l'utilisateur authentifié. Alors les rôles c'est quoi? Ça va être this.users username et je vais récupérer les rôles à partir de là. Alors je pense que ça c'est un truc très simple, très basique pour tester votre front-end. Alors maintenant ça c'est notre méthode login. On va l'appeler dans le composant. Dans la partie login component HTML, une fois que j'ai mon login, donc je vais appeler this, je vais utiliser le service, donc il faut l'injecter, donc hot service, donc hot service de type hot service. Donc là c'est le service d'authentification. Et comme ça, je peux utiliser directement this.hotservice.login username password. Alors je vais retourner une variable. Là. Alors ça c'est le résultat d'authentification et je vais tester. Alors si le résultat d'authentification
égale à true, ben, je vais naviguer vers la page template. Alors j'ai besoin du routeur. Je vais injecter router de type router. Et je vais directement utiliser this.router.navigate by URL vers /admin. Alors maintenant /admin. Alors /admin, en fait, dans les routes que nous avons créées, on va ajouter une route. On va arranger tout ça. Nous aurons besoin d'une route admin. Admin qui est associé directement admin template component. Alors maintenant on va arranger les routes. Alors mes routes, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai login, j'aurai admin, mais il se trouve que profile, dashboard et les autres, ils ne devraient pas être accessibles que à partir de admin template. Donc ça veut dire que ces routes là, elles vont devenir ce qu'on appelle les childs, c'est-à-dire c'est des routes childs de cette template, de cette route. Alors pour cela, donc ici donc la route admin va utiliser un élément qui s'appelle children. Bon, c'est un tableau. Alors maintenant c'est toutes ces routes là, je vais les déplacer, CTRL X, je vais les déplacer à l'intérieur. Ici c'est la même chose pour home que j'ai ici. Voilà, c'est-à-dire j'ai deux routes principales, j'ai login et j'ai admin, et à partir de admin je peux accéder aux autres routes. Ça c'est la hiérarchie de si vous voulez des routes que j'ai ici. Alors maintenant si je vais saisir par exemple ici admin, mot de passe 1 2 3 4. Alors vous voyez donc ici il vérifie, donc il accède à la page admin. Mais à partir de la page admin maintenant, donc je ne peux plus rien voir. Pourquoi? Parce que pour accéder, je dois changer dans la page template, je dois changer les liens, les différentes routes ici. Alors par exemple pour la route, au lieu de faire /home, on doit mettre /admin /home. Parce qu'en fait, la route home, il n'est accessible que à partir de la route /admin. Ben, c'est la même chose ici, /admin /profile /admin /load student /admin /load payments login non /admin /dashboard /admin /students /admin /payments. Alors maintenant là mon système de navigation va fonctionner, pas de problème. Alors maintenant logout. Alors logout, qu'est-ce qu'il va faire? Alors logout, donc on va changer, parce qu'on va pas directement vers login, mais on va passer via une fonction qu'on va appeler login. Donc clic, on fait appel à logout. Alors logout, on va la créer. Alors maintenant logout, bon ici donc je suis obligé d'implémenter en init comme d'habitude. J'ai besoin de ng en init et j'ai besoin du constructeur. Et comme ça je vais injecter le routeur de type router. Alors de type router a priori. Alors ici donc j'ai besoin du service this.private
auth service de type authentication service. Voilà. Et donc je vais appeler directement ici this.authService.logout. Donc je vais faire appel à une fonction dans le service qui s'appelle logout. Je vais la créer à entrée. Alors qu'est-ce qu'il va faire logout? Logout, il va tout simplement initialiser this.isAuthenticated égale à false. On va réinitialiser this.username égale undefined. Et on va initialiser les rôles à la valeur par défaut. Donc j'efface, c'est-à-dire j'efface tout simplement les données d'authentification ici. Et une fois que j'efface ces informations d'authentification, je vais naviguer vers login. Pour cela, donc je peux le faire directement à partir de là, router de type router. Et je fais directement this.router.navigate vers /login. Bon, ça c'est bon. Alors, maintenant si je clique sur logout, donc il fait logout, il revient vers login. Mais c'est pas encore terminé parce que pourquoi? Parce que d'abord, voilà, il faut protéger les routes effectivement. Alors c'est ce qui reste. Alors d'abord au niveau de template, une fois que je suis authentifié, je voudrais afficher le nom de l'utilisateur qui est authentifié ici. Alors pour cela, donc juste avant login, je vais ajouter un autre bouton. Mat bouton par exemple, dans lequel je vais afficher, je vais tester ngIf le service, auth service. Alors en fait le auth service, il faut que je le déclare public ici, parce que dans l'injection j'ai utilisé private, donc je vais utiliser public. Comme ça je peux directement y accéder à partir de la partie HTML ici. Donc if auth service.isAuthenticated, tout est public. Alors si je suis authentifié, je vais afficher auth service.username. Alors je fais logout, je m'authentifie, donc je vois ici admin. Alors si je m'authentifie avec user 1, je vois user 1. Donc alors maintenant je suis authentifié, mais le problème, alors c'est quoi le problème? Le problème c'est que si je ne suis pas authentifié, je peux quand même accéder à admin. Alors c'est-à-dire sans passer par l'authentification, on peut directement accéder à des routes. Donc pour cela, donc j'ai besoin de protéger les routes. Alors pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les guards. Donc les guards, c'est des services Angular qui vont vérifier à chaque fois que vous demandez au routeur d'aller vers une route. Ce service-là va regarder la route. Est-ce que l'utilisateur est authentifié? Est-ce qu'il a le droit d'accéder à cette route? Donc ça, c'est globalement, c'est ce qu'on va faire. Alors pour générer un guard, donc c'est un service, donc on peut le générer ici, ng generate guard gg. Alors je vais créer un dossier que je vais appeler guards / par exemple auth guard. Alors ici donc can activate. Alors le guard a été généré, il est là. Alors, en fait le guard, donc en principe c'est un service, donc normalement il y a la syntaxe classe, il y a la syntaxe function. Alors ici donc dans Angular 17 il préfère utiliser donc une syntaxe function, et si vous voulez moi plutôt donc je vais préférer utiliser la syntaxe classe parce que j'ai besoin d'injecter le service d'authentification. Et après je vais vous montrer comment utiliser donc la syntaxe function si vous voulez. Alors pour créer la classe, donc je vais créer tout simplement, vous utilisez export
classe, on va l'appeler hotguard. On va implémenter une interface qui s'appelle canActivate. Alors il est deprecated, donc ici on va redéfinir la méthode canActivate ici, et cette méthode là va retourner un booléen. Donc ici, dans notre cas ici, on va retourner soit true soit false. Voilà. Alors pour que ce soit un guard, ça doit être un service, et pour être un service il faut utiliser le décorateur injectable. Voilà. Donc ça c'est la structure d'un guard. Alors maintenant canActivate, il est deprecated, mais vous pouvez ne pas implémenter. C'est une simple classe qui contient cette méthode là. Et maintenant ce qu'on va faire, on va vérifier. Donc du moment que c'est un service, on va utiliser le constructeur pour injecter hot service. Nous avons besoin d'accéder au service d'authentification parce que c'est ici qu'on va tester if this.hotService is authenticated. Donc on va vérifier si l'utilisateur est authentifié. Dans ce cas là, je vais retourner true. Sinon, else, je vais retourner false. Donc ça veut dire que quand je demande d'aller vers une route qui est protégée par ce guard, il va vérifier si l'utilisateur est authentifié ou non. Alors maintenant, ce guard là, il faut d'abord le déclarer comme étant un provider. Ça se passe dans le module. Ici donc providers ici. Oui, donc il a déjà déclaré ici une fonction ici, donc je vais utiliser providers. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle hotguard. Voilà, c'est le service que j'ai créé, c'est la classe. Il faut le déclarer et puis on va l'utiliser dans les routes. Alors maintenant je vais protéger cette route admin, et pour la protéger je vais utiliser ici quoi, canActivate de point. Cette route là je vais mettre une virgule. Alors canActivate avec hotguard. Voilà, donc ici la route admin, je ne peux, à chaque fois que je demande la route admin, ben cette route là elle est protégée par hotguard. Et qu'est-ce qu'il va faire hotguard? Il va vérifier si l'utilisateur est authentifié. S'il est authentifié, il laisse passer. S'il n'est pas authentifié, il refuse d'aller vers cette route. Alors c'est comme ça qu'on peut protéger les routes de manière très simple ici. Alors on va vérifier. Alors ici donc si vous faites ça, si vous faites par exemple vous tentez d'accéder directement à /admin, vous allez voir que ça tient pas. Vous avez une page blanche, il n'a pas laissé passer. Mais au lieu d'avoir une page blanche, on va rediriger vers login. Alors comme ça on va revenir vers le guard. Ici on va le faire. Donc à nouveau dans notre guard on va injecter le routeur. Donc router de type router, et ici au lieu de faire false, return false, on va faire else this.router.navigate vers /login, et en même temps on va retourner false, return false. Là je supprime ici. Donc si je tente d'accéder, de forcer l'accès à une route, par exemple /admin, vous voyez donc je suis redirigé là. Donc pour accéder maintenant à admin, je suis obligé d'avoir de m'authentifier pour y accéder. Alors maintenant j'accède à ça, mais le problème c'est que maintenant tous les utilisateurs ils auront les mêmes droits. Par exemple si je suis admin ou bien si je suis un simple user 1, on accède aux mêmes droits, mais généralement on
va essayer donc de gérer la contextualisation. Par exemple, le menu import les données. Pour pouvoir importer les données, donc je dois être admin. Alors donc on aura besoin encore de protéger les routes avec un autre guard, mais cette fois-ci qui est basé sur les rôles. Ben justement, c'est ce que je vais faire. Je vais créer un autre guard, je vais faire copier-coller. Donc ce autre guard, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler Authorization Guard. Alors la classe, je vais l'appeler Authorization Guard. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors maintenant on va vérifier si l'utilisateur est authentifié, mais en même temps on aura besoin de savoir quels sont les rôles qu'il a l'utilisateur. Est-ce qu'avec ces rôles, est-ce qu'il a le droit? Alors pour cela, au niveau des routes, nous aurons besoin de spécifier pour chaque route quels sont les rôles. Par exemple ici pour tout ce qui est load students, donc je vais le protéger. Je vais ajouter ici un attribut. Alors c'est quel attribut? C'est data. Pour chaque route contient un attribut qui s'appelle data, dans lequel on va mettre un objet. Et nous, ce qui nous intéresse, on va mettre un attribut rôle. Je suppose que on doit avoir le rôle admin ici. Par exemple, pour accéder à load student, il faut être authentifié. Donc je suis déjà protégé par l'authentification, mais en même temps je dois avoir le rôle admin. Ben, la même chose ici. Alors pour cette route là, load payments, je dois avoir le rôle admin. Alors maintenant je reviens vers le guard ici, authorization, et je vais vérifier si d'abord l'utilisateur est authentifié obligatoirement. Bon, a priori, bon, je n'ai pas besoin de l'ajouter parce que je suis déjà protégé par le auth guard, mais vous pouvez le laisser. Donc si je suis authentifié, je dois vérifier les rôles. Alors pour les rôles, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser 10. Je vais récupérer les rôles à partir let. Normalement les rôles c'est 10.auth-service.role. Alors normalement les rôles là-dessus, donc c'est authenticated user roles. Donc ça c'est les rôles de l'utilisateur qui est authentifié. Donc je les retrouve dans le service d'authentification et je vais récupérer les rôles que c'est-à-dire à partir de la route, c'est-à-dire les rôles que je dois avoir pour accéder à la route. Required roles. Alors ici donc vous avez ici un paramètre dans Activate qui s'appelle route, c'est Activated Route Snapshot. Directement ici c'est la route. Ici dans route je peux accéder à data. Vous voyez donc ici dans les routes nous avons ici un attribut data. Et ce qui m'intéresse c'est l'attribut role ici. Voilà. Alors je vais récupérer les rôles ici. Voilà. Donc j'ai l'utilisateur authentifié avec il a des rôles. Mais pour accéder à une route, j'ai besoin que l'un des rôles de cet utilisateur soit inclus dans ces rôles. Alors comment on va le faire? Eh bien, on va faire ici une boucle, par exemple, pour chaque rôle. Let rôle. Dans les rôles de l'utilisateur, ici, par exemple, auth users roles.
if required roles includes, s'il contient ce rôle, ben ça veut dire que je vais retourner true. Voilà. Donc je dois chercher parmi les rôles de l'utilisateur, est-ce qu'il y a un rôle qui fait partie des rôles qui sont requis par la route. Alors si c'est le cas, donc je retourne true. Sinon, je vais retourner false. Voilà. Donc je vais chercher. Si je trouve, je retourne true. S'il termine, je retourne false, c'est-à-dire il n'a pas le droit. Else, ça veut dire quoi? Else, ça veut dire que si je ne suis pas authentifié, ben si je ne suis pas authentifié, de toute façon, je n'ai pas le droit. Donc je dois revenir vers vers le login. Donc ça, on a déjà fait. Alors on va tester. Alors pour tester, il faut déclarer le service dans le module. Donc ici nous avons AuthGuard. Bah, on va ajouter Authorization Guard. Et puis la route, on va la protéger par ce guard là. Donc vous voyez donc ici par exemple load students va être protégé par can activate. C'est pas ici, ça doit être ici. Can activate. Cette fois-ci c'est authorization guard. Alors la même chose ici. Donc pour voilà. Donc pour accéder à cette route, donc je suis déjà protégé par AuthGuard, mais si je suis authentifié, si j'arrive là, ces routes là, je dois être un admin pour y accéder. Alors on va vérifier. Alors si je suis par exemple admin, alors j'accède, donc là je peux accéder aux routes, il n'y a pas de problème. Alors si je suis un user, ben j'accède, mais si je tente, je vois rien. Alors c'est à dire que tout simplement c'est le guard qui m'a empêché à accéder à ces routes. Alors maintenant normalement si là on va masquer le menu import. Alors c'est à dire je n'ai pas le droit, donc ça sert à rien de le mettre, sinon il faut afficher un message comme quoi vous n'avez pas le droit. Moi ce que je vais faire, donc je vais juste le masquer. Donc je vais accéder à la page template ici, et bien le menu là, on va faire un test. Alors ce bouton qui fait dérouler import, ben, tout simplement on va utiliser ngIf. Quand est-ce que je vais l'afficher? C'est authService.roles, c'est les rôles de l'utilisateur inclus le rôle admin. Alors comme ça, donc je suis tranquille. Si je suis authentifié avec user, donc le menu n'est pas apparent. Voilà, user 1. Alors si je suis admin 1 2 3 4, donc là plutôt ça tient. Voilà. Alors, maintenant, je pense qu'on a fait le tour sur l'essentiel de Angular. Vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'interaction avec HTTP. Comment interagir avec le backend. Et comment utiliser les intercepteurs. Alors pour cela, pour interagir avec le backend, nous aurons besoin de développer un backend. Donc on va basculer par la suite sur la partie Spring pour voir comment créer un backend avec Spring. Après on va le connecter avec notre application pour créer une vraie application, et à la fin on va voir comment sécuriser le backend et comment connecter les applications. Est-ce que c'est clair? Voilà, alors ça c'est la première partie, mais dans un premier temps, donc je pense il est 13h, donc on va s'arrêter à ce niveau là, on va aller prendre à manger et on revient à 14h.